Bienvenue pour ce nouvel épisode du Périscope de l'insolite. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'île de Pâques, et plus précisément, disons, de mon voyage, de mes recherches à l'île de Pâques, il y a maintenant 10 ans, à peu près. Ce que je voudrais vous dire, tout ce que je vais vous expliquer, c'est ce qui m'a été confié là-bas, c'est ce que j'ai pu observer là-bas. Je ne chercherai pas à vous convaincre, je ne suis pas prétendant gourou, je ne suis pas non plus directeur de conscience, et chez moi, il n'y a pas de grand-messe. Voilà, donc, vous prenez si vous voulez, mais je ne chercherai pas à vous convaincre, je le répète. Quand je suis arrivé à l'île de Pâques, après 2 jours de voyage, les aéroports, l'avion, c'est très long, c'est quand même une île lointaine. Je n'avais qu'une idée en arrivant. Bon, j'ai honte de le dire, mais en même temps, il faut que j'assume. J'avais envie de fumer une cigarette. Et donc, en sortant de l'aéroport, j'ai allumé une cigarette parce que j'avais envie d'en fumer une. Alors, je sais, ce n'est pas bien de fumer, patati patata, mais ce n'est pas mieux de faire de l'ingérence dans la vie des autres. Donc, je fais ce que je veux, du moment que j'ennuie personne. Voilà. Et je recommande aux jeunes de ne pas commencer à fumer. Ça, c'est une évidence. Mais cette cigarette a été, disons, le vecteur d'un événement qui a changé mon voyage complètement. Je vous explique. Il y avait un minibus qui nous attendait à la sortie de l'aéroport pour nous amener, j'étais avec une équipe, pour nous amener à l'hôtel. Et là, tous se sont engouffrés de suite dans le minibus, comme si on allait les oublier, je ne sais pas pourquoi. Et puis, voilà, et moi je me suis retrouvé, il n'y avait plus de place pour moi dans le minibus. Et je finissais ma cigarette. Et derrière le minibus, il y avait une voiture. Cette voiture, c'était une petite voiture blanche avec un monsieur d'un certain âge dedans, et qui me dit « Tu vas où ?» Je lui dis « Je vais à tel hôtel. » Je parle espagnol, donc ça tombe bien, je parle espagnol. Et il me dit « Je t'amène. » Ok, bon, on part. Dans la voiture, il me dit tu viens, c'est pour le tourisme, tu viens, c'est la première fois, engager la conversation, quoi. Et je lui dis oui, je viens pour le tourisme, parce que j'ai beaucoup lu quand j'étais jeune sur l'île de Pâques, les anciens bouquins, et je viens aussi pour faire des recherches géomagnétiques sur les sites, etc., pour voir l'interaction des bâtiments ou des moailles, etc. Et tout d'un coup, cet homme, il s'arrête de parler, il tape sur le volant, et il me regarde, il me dit, c'est ça qui nous manquait en archéologie. Je dis, ah bon, mais pourquoi tu me dis ça? Et il me dit, je suis professeur à Berkeley d'anthropologie et d'archéologie. Je suis l'ancien gouverneur de l'île de Pâques, et l'hôtel où on va, c'est le mien. Et j'ai dit, je pensé intérieurement, jackpot, banco, c'est sympa de rencontrer cette personne. Il s'appelle monsieur Sergio Rapu. Je l'ai rencontré tous les jours. C'est un homme âgé qui était très malade. Mais il restera éternellement dans mon cœur, tant il respirait l'érudition, mais aussi la bonté intérieure. C'était incroyable, cet homme. Et donc, j'ai commencé à travailler sur l'île. Alors, je vais ouvrir une parenthèse. L'île de Pâques, il n'y a pas que les statues, tout ça, il y a aussi une faune qui est très intéressante. Il y a une flore endémique qui est très intéressante. Et cette parenthèse, je l'ouvre pour les botanistes. Il y a au nord de l'île, près d'une plage, il y a un endroit où j'ai trouvé du plantain lancéolé. Incroyable, quoi. Trouver cette plante comme chez nous, là-bas, j'ai trouvé ça incroyable. Et il y avait justement Sergio Rapu avec moi. Je lui explique, j'ai dit, mais tu vois, cette plante, elle soigne beaucoup de choses. On dit chez nous qu'elle guérit tout. Ah bon? Il me dit, ah bon, très bien, très bien. Le lendemain, quand je le revois, il me dit, Dominique, tu m'as fait remonter des souvenirs de ma grand-mère qui utilisait cette plante pour nous soigner à l'époque. Voilà. Donc, petite anecdote, je ferme la parenthèse et je reprends le cours, disons, de mon histoire. Chose importante, les statues qu'on appelle les moailles, là-bas, sont considérées comme des êtres vivants ayant un esprit. Donc, c'est sacré. Et elles sont gardées par des jeunes, souvent, dans une petite cabane,
Voilà. Et il y a des choses interdites, hein. Il ne faut pas les toucher, il ne faut pas monter dessus, etc., parce que ça se passe très mal sinon, hein. Il y a eu des touristes qui ont abusé, ont fait des choses pas sympas du tout. Alors, il y a eu en 1960, si mes souvenirs sont bons, hein, je crois que c'est en 1960, un tsunami très fort qui a balayé un peu l'île de Pâques, enfin un peu, même beaucoup, et qui a renversé des statues. Donc, l'île de Pâques n'ayant pas des moyens, des gros moyens, ce sont des Japonais qui ont décidé de venir les aider tout à fait amicalement, tout à fait gratuitement, avec des bateaux, des grues, pour pouvoir, disons, remettre en place certains moaïs qui ne sont pas remis à leur vraie place pour certains, quoi. Mais bon, ce n'est pas grave. Et l'île de Pâques, à l'époque, a fait un geste qui est très considérable pour eux. Pour les remercier, ils ont décidé de faire transporter un moai jusqu'au musée de Tokyo. Et il y a eu une inauguration avec, disons, des dirigeants chinois, le Premier ministre a fait des ministres, des gens comme ça, a fait le directeur des musées, toutes ces personnes-là. Et à l'inauguration, il s'est passé quelque chose qui a un petit peu défrayé, quoi. Ils se sont rendus compte que la statue, le moai, bougeait tout doucement, hein, basculait et bougeait et avançait très doucement. Et ça a été vu par des gens qui ne pouvaient pas soupçonner quelque chose comme ça, ou qui sont aux antipodes de croire à des choses comme ça. Mais c'est un fait. Et Sergio Rapu, donc c'est lui qui m'a expliqué ça, parce qu'il y était, hein, donc je ne peux pas remettre sa parole en cause, hein. Cet homme de science, ce n'est pas possible. Il s'est dit, c'est étonnant, ça doit être sûrement un problème d'équilibre ou quelque chose, quand ils l'ont sculpté, est-ce qu'ils ont fait exprès de créer comme une forme de culbuto, en quelque sorte, de déséquilibre qui avancerait tout seul. Donc ils ont fait des recherches, des mesures, etc. Et rien n'a prouvé cette théorie. Voilà. Il faut savoir que les statues de l'île de Pâques, sur l'île, avancent tout doucement. Alors est-ce qu'ils les ont enterrées jusqu'à la gorge pour ne plus qu'elles avancent ? Ça, c'est une autre question. Mais on sait aussi qu'il y en a beaucoup, plus loin, dans le Pacifique, qui sont dans l'eau, carrément écroulés. Hein, ce qui présuppose aussi que l'île de Pâques, un peu à l'image, disons, de l'Australie expliquée par les aborigènes, était plus vaste qu'auparavant. Que maintenant, pardon. Était plus vaste. Donc, j'ai peut-être... Alors, les moaïs... dirais-je, il y en a de 4 mètres, de 10 mètres, le plus gros fait, je crois, 21 mètres, pour un poids de 200 tonnes, ce n'est pas des petits engins, hein. Sinon, des moaïs enterrés de 10 mètres, on est quand même à 82 tonnes, il a fallu les transporter, tout ça. Je ne suis pas là pour donner des explications sur ce sujet-là, mais pour autre chose, pour le phénomène, hein, disons, que représentent les moaïs. Donc je disais que j'avais, de par le biais de mon travail, peut-être la réponse à cette question, comment se fait-il qu'il bouge ou qu'il travaille ou qu'il navigue comme ça? Et là, on va se pencher maintenant à l'arrière et on va aller voir ce dont il s'agit. Alors là, on va rentrer dans le cœur de mon métier. Sur ce schéma que j'ai fait à l'échelle, je suis d'abord allé à Utongariki, c'est un moai isolé. En fait, ce moai, je ne sais pas pourquoi j'ai eu une attraction pour lui, c'est mon chouchou, voilà. Donc c'est sur lui que j'ai travaillé en premier. Donc j'ai fait des mesures géomagnétiques, c'est-à-dire sur le réseau géomagnétique primaire, pour voir s'il y avait une incidence, disons, d'inversion, disons, de champ, sur les moaïs ou pas. Normalement, il ne devrait pas y en avoir. C'est de la pierre et il n'y a aucun métaux autour, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien autour. Et à mon grand étonnement, bon, déjà, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'ils ont positionné les moaïs nord-sud comme s'ils connaissaient la boussole et le nord. Donc, ils avaient certainement quelque chose qui leur permettait, ou une boussole déjà, ou un aimant qui leur permettait, disons, de trouver le nord, hein, ou en observant le ciel. Donc, le moai est réellement tourné plein nord, plein sud. Il n'y a pas de décalement, quoi. Donc, on peut supposer qu'ils ont été quand même sculptés après le basculement équatorial. Voilà. Alors, ici, on a le nord, ici, on a le sud.
Là, toutes les lignes sur les côtés, vous voyez la précision avec laquelle ils ont posé ça. Ils maîtrisaient ça d'une façon millimétrique, hein, c'est incroyable. Hein. Les lignes géomagnétiques, la taille du moai, on dirait qu'elle a été sculptée par rapport aux lignes géomagnétiques en amont. Donc là, tout ça, tout ce qui est bleu, là, les lignes sont logiques. Et bizarrement, celle du milieu, elle est inversée complètement. Alors, là, il n'y a pas d'explication pour que ça s'inverse logiquement. Soit ils ont sculpté, c'est ce que je pense, hein, le moai avec une onde de forme spécifique. Donc, c'est des gens qui avaient des connaissances incroyables pour arriver à ça, de façon à inverser le champ magnétique, ici en plein centre. Mais quand on creuse et qu'on regarde les moailles en profondeur, on remarque quelque chose. Et ce quelque chose, ce sont les mains, parce qu'ils ont les mains qui sont sculptées. Elles sont positionnées comme ceci, là, et avec un ventre rebondi, là, les mains. Or, j'ai eu un très très bon ami, maître Yoshinao Nambu, fondateur du Nambudo, qui a été champion du monde de karaté, et qui a créé le Nambudo, et qui a fondé son école sur le côté, disons, de la puissance du chi. Voilà. Et là, c'est quand même quelqu'un, avec d'autres élèves, qui arrivait sans toucher, c'est ça qui est incroyable, rien qu'avec la force du chi, à faire bouger des pierres très très lourdes, à distance, c'est sans les toucher. Donc, je me pose la question, si, disons, ça n'a pas été fait exprès, de façon à créer, disons, une interaction avec le réseau géomagnétique primaire, pour qu'il y ait une action qui se fasse. Voilà. Ensuite, j'ai mesuré jusqu'à quelle distance la ligne géomagnétique, s'inversait. Et à peu près, c'est à peu près à 35 mètres, quoi, au niveau du rayon, hein, ici. Donc, on a une amplitude, disons, de 70 mètres. Voilà. Donc, en partant du rayon, alors, j'ai un système de calcul qui est particulier. Vous y adhérerez, vous n'y adhérerez pas. Tesla disait... le jour où l'humanité comprendra le sens du 3, du 6 et du 9, on comprendra toutes les arcanes de l'univers. Voilà. Donc, le système de calcul que j'ai mis en place, qui m'a été révélé en dormant, je suis désolé de le dire, hein, voilà, des fois je me retrouve assis dans le lit, je vois les yeux, c'est un peu bizarre, j'ai une vie bizarre, enfin bon bref, on peut me prendre pour un fou, je suis pas ça près. En fait, en calculant, disons, le rayon par rapport à le multiplier, alors il faut savoir que le mètre déjà, c'est le 10 millionième du quart d'un méridien terrestre, donc c'est une mesure, on pourrait dire atomique carrément, hein. Voilà, donc ici, on l'utilise depuis 1793, si mes souvenirs sont bons, je ne suis pas sûr. Voilà, et là, ici, le rayon est de 35 mètres. Donc, en calculant, en multipliant les 35 mètres par le nombre d'or, 1,618, et par le chiffre 33, et oui, on le retrouve dans les écritures, on le trouve partout, par le chiffre 33, j'ai un rayon d'action, d'information qui peut se transmettre, disons, par le réseau géomagnétique, un petit peu ce que faisaient aussi les aborigènes, de 1868 km de rayon pour une amplitude totale diamétrale de 3737 km 58. Voilà. Voilà le rayonnement que peut avoir ce moai au niveau terrestre. Voilà. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être exceptionnel, ce moai, il indique ça, c'est troublant, etc. Je me suis dit, je vais en faire d'autres. Pareil, Rano Raraku Moai, le même. Là, je suis allé même plus loin, au niveau des lignes, tout est parfait. J'ai retrouvé exactement les mêmes mesures d'inversion, disons, au centre du moai. D'accord ? Exactement pareil. Voilà. Et la même amplitude et le même rayon, 35 mètres et 70 mètres. Exactement pareil, quoi. Donc, je pense que quand ils ont posé dans le musée
le Moai, en fait, ils ont dû le poser, sans faire exprès peut-être, sur une ligne géomagnétique. Et en fait, c'est ce qui le fait avancer, parce qu'il y a une interaction entre l'onde de forme et le champ magnétique, géomagnétique, tout au moins terrestre. Voilà. Donc, pour moi, c'est l'explication que j'ai trouvée. Hein. Je ne cherche pas à vous... Je le répète, je ne cherche pas à vous convaincre, mais c'est l'explication que j'ai trouvée et qui me semble assez plausible parce que ce soit Sergio Rapu ou d'autres scientifiques, ils ont cherché à savoir pourquoi ça bougeait comme ça et ils n'ont pas réussi à trouver, disons, les systèmes de calcul, même mathématiques, de l'onde de forme qui pouvaient expliquer que les statues avancent vers l'eau, hein, même toutes, hein, etc. Quoi. Voilà. On va aborder maintenant un autre site très très important sur l'île de Pâques. Beaucoup de gens qui vont voir les Moaïs, mais en fait, il y a un site qui est peut-être même plus important que les Moaïs eux-mêmes. On y va tout de suite. Alors, ce site, c'est Tepito-Currá. Tepito-Currá se situe au nord-est de l'île. Et en fait, c'est vraiment au bord de l'eau. C'est-à-dire qu'un ou 2 mètres plus loin, c'est carrément le Pacifique. C'est vraiment au bord de l'eau, au bord de l'eau. Et là, vous avez un lieu improbable. D'ailleurs, c'est le seul sur l'île. Hein. On a 5 boules, hein, donc une grosse boule comme ça, 4 boules, là, ici, la grosse boule et 5 boules, etc. Pareil, placé nord-sud, pile poil, enfin, etc. Et la difficulté est de savoir à quoi il correspond. Voilà. Alors évidemment, j'ai pris aussi les mesures géomagnétiques. Voilà. Elles sont parfaites, un peu plus loin. Par contre, toutes les lignes des centres, que ce soit nord-sud ou est-ouest, sont toutes inversées. Les Rapa Nui, enfin les habitants de l'île de Pâques, appellent ce lieu le nombril du monde. Le nombril du monde. Voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez voir les images. Quand j'ai approché avec une boussole de ce lieu, ma boussole bougeait. Il n'y a aucun métaux. Il n'y a rien. Il y a du minéral, il y a de l'eau, vous voyez, hein, derrière, il y a de l'eau, il y a du minéral, et c'est tout. Il n'y a rien qui puisse faire changer une boussole. Alors, peut-être de la magnétite enterrée, mais en fait, c'est quand même assez improbable, ça n'y ressemble pas. Voilà. Donc, c'est un lieu très, très particulier qui est protégé par des cailloux. Maintenant, ils l'ont bien protégé parce qu'il y a toujours des imbéciles qui vont s'asseoir dessus pour se faire photographier, des selfies idiots. Voilà. J'étais là, regardez-moi, j'y étais, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est un lieu extrêmement important. Et là, l'amplitude est plus grande. C'est-à-dire que l'amplitude que j'ai pu voir, on est à 43 mètres, disons, d'inversion à peu près. Voilà. Ici et là, et là, et là. Et ce qui donnerait, avec les calculs que je vous ai donnés précédemment, 2295 km 942. Et ensuite, pour l'amplitude totale, hein, nord-sud, 4591,884 km. Alors, est-ce qu'on peut se poser la question? Moi, j'ai une certitude, mais je ne peux pas le prouver, mais il y a des choses qui me parlent. L'île de Pâques, peut-être comme à l'image, disons, de l'Australie, quand les aborigènes parlaient, l'île de Pâques était plus vaste à une époque. Donc, s'ils se servaient de ça pour faire des communications, c'est ce que je pense, hein, parce qu'ils communiquaient d'un site à un autre, ils avaient fait quelque chose suffisamment puissant pour qu'il y ait 4591 km d'amplitude. Et là, on est sur, c'est ce que j'ai ressenti sur cette terre magnifique, incroyable, on est sur un reliquat de la Pangée. Voilà, hein, c'est ce qui reste de la Pangée. Il y a une caldeira, il y a un cratère, il y a eu un volcan qui a 920 millions d'années, je crois. Est-ce que ça vient de là? En tout cas, il y a eu certainement des soubresauts terrestres qui ont fait que l'île de Pâques était beaucoup plus vaste, je pense, à une époque. Voilà, une époque lointaine, évidemment, quoi. Voilà. J'ai bien conscience que ce que j'ai expliqué là est peut-être très nouveau pour beaucoup,
C'est issu de mes propres recherches. Le réseau géomagnétique primaire, j'essaie de simplifier au maximum ce que je vous ai expliqué. S'il vous manque des informations, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, sur la même chaîne, qui s'appelle la Géopractie, où il y a quand même de plus amples explications sur cette matière. Voilà. Je suis désolé peut-être si certains d'entre vous sont perdus. Ce n'était pas volontaire, mais expliquer ça c'est facilement, c'est compliqué. Un petit peu ce que disait Louis Jouvet, il parlait de l'épure dans le théâtre. Mais là j'ai essayé d'épurer, mais c'est compliqué. Voilà. Donc, je vous souhaite un jour d'aller peut-être à l'île de Pâques. Vous verrez, c'est un dépaysement total. Ce sont des gens très gentils, la plupart. Ils sont très respectueux de la nature. Les animaux sont en liberté, les chevaux en liberté, les vaches, les chiens, ils appartiennent à personne mais ils sont en bonne santé. Vous avez une faune qui est très belle, et évidemment, tout ce qui est, disons, statut, tout ça, c'est extraordinaire. Mais c'est cette ambiance qu'elle donne, quoi. Voilà, c'est cette ambiance qu'elle donne. L'île de Pâques restera dans mon cœur, et Sergio Rapou, mon ami, restera définitivement lui aussi dans mon cœur. Voilà. Les prochains épisodes du Périscope de l'insolite, le prochain épisode sera sur un sujet plus léger. On va pas, enfin, quoique, ce sera sur le foie. Et ensuite, j'aborderai, disons, mes travaux et les découvertes que j'ai fait sur l'Égypte et la Bolivie, le Liban. Et puis, j'espère que ça vous intéressera. En attendant, je vous souhaite le meilleur et à une prochaine si vous le voulez.